Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai l'honneur de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Driss. Salut Alexandre, je me suis déguisé en Père Noël. Oui, je vois ça, c'est bien, cette saison. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de toutes les saisons du Garage sur le site watch.tv. Vous abonnez au podcast sur iTunes, c'est gratuit. 5 formats par émission, y compris un podcast audio pour écouter dans sa voiture par exemple. Et que vous pouvez nous suivre sur Twitter et réagir avec le hashtag LeGarageWatch. Je vous rappelle également que le Garage est en ligne sur la page de notre partenaire Yahoo France. Au sommaire cette semaine, Driss, on va y aller de nos petits trophées. Ouais, c'est la saison des best-of, donc on choisit nos voitures de l'année. Je précise, voitures qu'on a essayées. Voitures qu'on a essayées absolument, et il y avait de quoi faire, parce que ce sera évidemment un choix arbitraire, mais un choix quand même. Ça n'a pas été facile de faire une sélection parmi, on va dire, la grosse centaine de nouveautés présentées cette année. Ben voilà, on s'est mouillé, et avant de vous expliquer comment ça va se passer, laissez-moi vous présenter les garagistes de la semaine. Alors tout d'abord, sur ce plateau avec nous, j'accueille Damien Relière, rédacteur en chef de voiture.com. Salut Damien. Salut Alex, et moi je me laisse pousser la barbe. Voilà. La barbe du Père Noël, il va falloir qu'elle blanchisse un petit peu. En duplex depuis l'Alsace, on le surnomme Crinière d'argent. Je vous demande d'accueillir Monsieur Michel Holtz, Huffington Post Caradisiaque, entre autres. Salut Michel. Ciao les mécanos. Et enfin, depuis la Normandie réunifiée, nous avons le plaisir de retrouver Vincent Beaucousin-Jamelin, éditeur de Yahoo Auto pour la France. Salut Vincent. Salut à tous. Et le Mont-Saint-Michel est toujours bien en Normandie. Oui, absolument. Gardez-le. Voilà, nous sommes donc 5 et ce que je vous propose c'est que chacun de nous présente le podium de ses 3 voitures préférées de l'année. Alors vous allez voir qu'on n'est évidemment pas tous d'accord, il y a quand même quelques surprises. Avant cela on marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le dur avec nos numéros 3. Damien, je vais commencer par toi. En numéro 3, tu as choisi une supercar, pas n'importe laquelle, le DR8. On l'a essayé il y a quelques semaines dans le garage. Pourquoi ce choix ? Alors, bien sûr, parce que c'est une voiture exceptionnelle, donc pour moi, c'était logique qu'elle rentre dans mon top 3. Et puis, surtout, parce que c'est une des dernières supercars avec un moteur atmosphérique, donc pas de turbo, je précise. C'est une des dernières, parce que McLaren, Ferrari, Porsche, tout le monde se met au turbo, ou s'y est mis déjà depuis longtemps. Et voilà, et donc c'est un moteur qui est plein de vie et qui a une sonorité incroyable. Ouais, je crois on va être à peu près tous d'accord là-dessus. Driss, on l'avait essayé, cette voiture, on avait pris on va dire un pied quand même. Ouais, voilà. Clairement. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui es au volant sur ces images. Ouais, je conduis doucement, ça se voit. Non, il conduit mieux que ça d'habitude, c'est pas lui. Mais moi, j'ai longtemps hésité aussi. C'était dans mon top 3, cette R8. Et ça a été un choix de raison. J'ai hésité entre celle-ci et la McLaren. J'ai opté pour la McLaren, je vous dirai pourquoi. Mais effectivement, cette voiture, c'est un régal, quoi. Son moteur de 610 chevaux, c'est une fusée, c'est une fusée sur roue. En même temps, ça reste confortable, ça fait un super bruit, ça a un super look. Donc gros coup de cœur, mais il a fallu choisir. Donc moi, j'ai pas opté pour celle-là. Bon, c'est vrai que je sais pas. Il y avait quand même un petit débat sur cette voiture, je me souviens quand on en a parlé dans le garage, notamment Vincent, notamment sur la légitimité d'Audi sur ce segment. Bon, ça fait quand même maintenant 8 ans que l'R8 existe, là c'est la 2e génération, donc c'est une voiture qui est aboutie, mais Vincent, je crois que tu avais quand même des petites choses à redire dessus. Ouais, moi je suis très conservateur. On va pas dire qu'Audi a pas de légitimité sur le véhicule de sport puisqu'ils ont gagné quand même beaucoup de fois Le Mans. Maintenant, c'est pas le badge Lamborghini ou Ferrari. Et pour le même prix, très honnêtement, je pense que moi j'irais beaucoup plus acheter un vrai morceau de légende, une marque qui est assise depuis très longtemps sur ses super sportives, plutôt que cette Audi qui est certes une très bonne voiture, mais rappelons-le, elle emprunte et le châssis et le moteur de qui ? De la Lamborghini Huracan. C'est vrai. Michel, alors... Non, mais je suis absolument pas d'accord, comme il se doit avec vous, parce que quand même, vous avez fait un choix de dinosaure. C'est que cette voiture-là, avec un moteur Atmo, on l'a dit, un châssis de Lamborghini, c'est juste un bricolage. Et en plus, c'est quand même très très facile, et pour un designer et pour un ingénieur, de faire une supercar.
parce que c'est open bar à 200 000 euros, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et donc, c'est assez facile de faire une auto comme ça, finalement. C'est beaucoup plus difficile de faire une auto de série dans des contingences budgétaires limitées, avec une vraie innovation technologique, une vraie innovation d'ingénierie, pour rester dans les clous. Et là, vous avez juste salué la nostalgie, messieurs. Bon, voilà. Peut-être, mais après, tu es nostalgique, donc. Voilà, mais dans la suite du top 3, il y aura des voitures bien d'aujourd'hui et on va dire du commun des mortels, voilà, pour te rassurer. Oui, c'est vrai que oui, enfin moi je sais pas, je suis pas trop non plus d'accord pour dire que c'est un choix conservateur. C'est comme une voiture vraiment plaisante, polyvalente malgré le fait que ce soit une supercar. C'est comme un truc qui la caractérise, même si évidemment on n'emmène pas sa famille en vacances. Hein, Driss, d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas pas pouvoir l'acheter. Mais malheureusement. Malheureusement. Mais bon, quand même, on s'amuse avec cette voiture. Bon, oui, c'est 200 000 euros, je suis d'accord, mais globalement, c'est le prix d'une supercar et ça fait quand même partie du rêve automobile. C'est vrai. Non, mais c'est le choix qu'on aurait tous fait si on avait 10 ans. C'est un rêve de gosse. Et bah, un rêve de gosse, c'est parfait. Ouais. Assumons nos 10 ans d'âge mental. Voilà. Avec le permis. Vincent, ta numéro 3 à toi, on change carrément de segment. C'est la Volvo XC90, donc deuxième génération également pour ce XC90 chez Volvo, avec des changements radicaux. Bon, des changements dans le style, ça c'est assez logique, hein, on modernise la ligne, mais également des changements technologiques et de motorisation assez drastiques, on va dire. Hein. Oui, bah Volvo a fait le choix pour sa nouveauté de prendre que des 4 cylindres parce que c'est plus efficient, etc. Mais moi, j'ai pas forcément choisi cette voiture pour ça. Je l'ai choisie pour ce qu'elle représente parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est encore possible de concurrencer et de faire tomber même de leur piédestal les constructeurs allemands, puisque ce XC90 s'est déjà écoulé à plus de 50 000 exemplaires sur son segment en Europe, ce qui est quand même énorme. Et ce qui illustre bien que quand un constructeur le veut et fait les choses correctement, eh bien, il est possible d'aller concurrencer les constructeurs allemands. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Alors, en plus, il marque quand même une certaine renaissance chez Volvo. Et puis, il y a aussi quelque chose d'absolument spécial dans cette voiture, c'est son intérieur. Je crois que vous l'avez tous essayé. Ouais. Et c'est quand même une voiture dans laquelle on adore passer du temps. Et pour moi, l'intérieur compte parfois même bien plus que l'extérieur. Donc voilà, c'est une voiture qui est tout un symbole en fait. J'étais assez d'accord avec ce que tu dis. Quand je suis monté la première fois dans cette voiture, en ce qui me concerne, la première réflexion que je me suis faite, c'était waouh, c'est probablement l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau traitement intérieur de la catégorie aujourd'hui. Je crois qu'effectivement on l'a tous essayé. Vous êtes d'accord avec ce choix de Vincent ? Oui, moi en plus j'ai eu la chance de l'avoir quelques jours là, il y a pas très longtemps. C'est vrai que j'avais qu'une envie en sortant le matin, c'était de monter dedans parce qu'on est tellement bien dans ce Volvo XC90 que c'est vraiment un plaisir de le conduire. C'est vraiment un plaisir de le conduire pour l'ambiance qu'il procure, et puis c'est un très beau véhicule. Moi je trouve que c'est vraiment un des plus beaux de la catégorie. Après voilà, je rejoins un peu le sujet moteur. Je trouve qu'à cette gamme de prix, le 4 cylindres il est trop juste. Il est un peu juste en termes d'agrément. Voilà. On va préciser, quand tu dis cette gamme de prix, on est sur 80 000 euros, on va dire au bas mot. Voilà. Ouais, voilà. On peut monter facilement à 90 voire plus en rajoutant options et finition supérieure. Mais voilà, on parle quand même de 80 000 euros. Et c'est vrai que, Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à ce prix-là, on a envie d'une motorisation sans doute un peu plus noble, même si COP21, etc., il faut penser à la planète. Mais on l'a vu notamment avec le Q7, qui est son concurrent direct, hein, qu'on peut faire des motorisations efficientes et nobles à la fois. Mais je crois que simplement que Volvo n'est pas encore en capacité de produire des moteurs comme Audi peut le faire, mais je crois qu'ils travaillent dessus, qu'ils vont avoir de nouvelles propositions sur le XC90. Mais pour en revenir à ce que disait Damien, c'est vrai que c'est un chausson cette voiture. Elle n'est pas très jolie à regarder de l'extérieur, mais quand on est dedans, on est vraiment bien, c'est clair. Driss,
Un petit mot sur. Même constat au XC. niveau moteur, un peu déçu. En revanche, à l'intérieur, c'est le paradis. Notamment, avec Damien, on a essayé le système audio qui est littéralement impressionnant. Et il y a toute la technologie aussi embarquée dans la voiture. Volvo nous la vendait en nous disant que c'est la voiture la plus sûre, voilà, je cherche le terme. Voilà, c'est la voiture la plus sûre au monde. Et effectivement, technologiquement parlant, ils sont au top. On vous mettra sur le site de l'émission les liens vers les émissions dans lesquelles on a parlé de toutes ces voitures, comme ça vous pourrez revenir plus en détail dessus. Moi, effectivement, alors ce que j'apprécie sur cette voiture, c'est que ça démontre que même racheté, en l'occurrence par un constructeur chinois, un constructeur pour le coup suédois peut garder son âme. Ça n'a pas été le cas de Saab qui malheureusement n'a pas survécu à sa période GM. Donc voilà, et puis donc son âme, sécurité, design, confort, etc. Voilà. Donc toute l'image de Volvo concentrée dans cette voiture et puis qui aujourd'hui va se décliner dans des gammes inférieures à l'avenir. On va passer à Michel. Alors Michel et Driss, vous avez choisi la même numéro 3. C'est l'Audi A4. Qui commence Vas-y Driss. Honneur à crinière d'argent, j'allais dire. Alors vas-y Michel. Non, mais Driss va être d'accord avec moi, je pense. Personne ne peut trouver à redire techniquement à cette voiture, c'est impossible. Il y a tout ce qu'il faut. Elle est parfaite en fabrication, elle est parfaite en techno embarqué, elle est parfaite sur la route. C'est d'une agilité, c'est un vélo, alors que ça fait plus de 4 mètres. Tout est léger, tout a l'air super léger à la conduite, elle est super maniable, les moteurs sont au top. Enfin, il y a vraiment rien à dire, sauf évidemment sa ligne. Alors on va lui reprocher sa ligne, mais c'est une voiture de protestant, c'est-à-dire que l'idée de cette voiture, c'est on a un peu d'argent pour mettre entre 40 et 60 000 euros dans une voiture, mais on ne veut pas forcément que ça se voit. Et tout ce qui fait la différence de cette Audi est caché. Donc c'est quand même une espèce de compréhension de la clientèle d'aujourd'hui de la part d'Audi qui fait que les gens n'ont pas envie de frimer et vont acheter cette Audi, même s'ils ont de l'argent. Donc, ils n'ont pas envie que ça se voit, mais il y a tout ce qu'il faut et même beaucoup plus encore. Une voiture de protestant, parole d'Alsacien. Vincent, t'es d'accord avec ça ? Oui, moi je pense que la démonstration que fait Audi est intéressante. Maintenant, Mercedes, BMW sont capables de faire la même chose. Mais en beaucoup plus bling-bling, Vincent, beaucoup plus bling-bling. Il y a une clientèle pour si on apprécie ou pas la signature visuelle à LED d'Audi qui aujourd'hui devient vraiment tout un symbole pour certains commerciaux ou VRP d'une forme de réussite. Donc voilà, la voiture en soi, effectivement, elle est parfaite, elle est excellente, c'est très difficile d'en dire du mal. Maintenant, c'est assez conservateur, il n'y a pas grand-chose qui m'émeut dedans, donc voilà, une bonne voiture, mais qui peut s'oublier très vite, je pense. Alors, c'est peut-être aussi un petit peu ce qui fait sa force, le fait qu'elle soit conservatrice. Damien, toi, tu l'avais mise en numéro 1, donc on va en parler maintenant, mais puisque tu l'as mise en numéro 1, tu as certainement des choses à en dire, en bien. Moi, si je l'ai mise numéro 1, c'est avant tout parce que cette voiture, elle a une force, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, quand on est à son volant, on a l'impression que c'est la sienne. C'est-à-dire qu'elle est facile à utiliser, elle est facile à conduire. C'est hyper agréable. Moi, j'ai adoré surtout celle en version essence 190 chevaux, qui est pour moi vraiment ce qui lui va le mieux, parce que c'est silencieux. Il y a un bon agrément de conduite. Franchement, c'est le bon équilibre. Après, c'est vrai que c'est une voiture qui est conservatrice. Le langage d'Audi là-dessus, c'est au moins le client de l'ancienne Audi A4, il va pas prendre un coup de vieux. Sa voiture va pas prendre un coup de vieux et il aura l'impression d'avoir investi dans quelque chose d'un peu durable. Là où je rejoins Vincent, c'est vrai que une BM série 3 aujourd'hui et ou une Mercedes classée, qui sont ses concurrentes directes, font pas moins bien. Elles sont au niveau. Le petit plus de cette Audi, c'est que elle arrive à rester dans une continuité qui fait qu'on n'est pas obligé de casser un peu les codes à chaque génération, ce que les autres sont obligés de faire. Après, c'est un avis, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que c'est une voiture qui progresse, petite touche par petite touche, mais toujours vers l'excellence finalement. Bon, c'est quand même si je ne dis pas de bêtises, la 9e génération
dans ce segment chez Audi. Si on compte les 80 depuis 1972. Ouais. Mais oui, bon, moi globalement, c'est vrai que c'est une voiture, comme tu dis, avec laquelle j'ai pris plaisir à rouler, qui est très aboutie, il n'y a rien à dire. J'aurais à l'acheter, ça me déplairait pas, ce serait pas forcément mon choix de cœur, mais ça pourrait faire partie d'une shortlist sans aucun problème. Voilà. Comme tu dis, c'est pas une voiture compliquée. Il y a beaucoup de voitures qui sortent aujourd'hui et dans lesquelles, même nous qui en essayons beaucoup, on cherche un petit peu ces marques au départ, comment régler ci, comment faire cela, etc. Là, c'est pas le cas. Voilà. C'est pas compliqué alors qu'il y a beaucoup de techno. Alors qu'il y a énormément de technologie, absolument. Il y a juste un bémol quand même qu'il faut préciser, c'est qu'on a eu la chance d'essayer le modèle haut de gamme. On a aussi essayé le modèle d'entrée de gamme et pour cette voiture, il faut dépenser un peu de sous quand même pour monter en gamme, avoir certaines options qui sont... C'est le segment premium qui veut ça. On l'a vu chez Mercedes avec la classe C. Voilà, il faut taper au portefeuille. Voilà, et d'ailleurs, les clients n'hésitent pas, justement, ils le savent qu'il faut taper au portefeuille, parce que le prix moyen, il est à 42 500 €. Ouais. Donc voilà, alors que la voiture démarre à 30 000 €. Donc voilà, ils n'hésitent pas à mettre un peu d'argent dedans. Ils le savent, les options coûtent cher. Voilà, et moi, alors pour ma numéro 3, je vous emmène en Amérique. Alors, c'est pas fondamentalement une nouveauté, mais voilà, c'est gros V8, atmosphérique et boîte automatique. J'ai nommé la Ford Mustang. Alors ici, c'est la version fastback. Alors, pourquoi j'ai choisi cette voiture ? Voilà, parce que c'est un peu un dinosaure et que en même temps, parfois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est une voiture qui est, je ne vais pas dire facile, même si la Mustang a beaucoup progressé également de génération en génération. Elle a été très européanisée dans son comportement. Elle a été développée pour l'Europe. Et effectivement, pour la première fois, Ford l'importe officiellement en son nom en Europe. Voilà, comment vous dire, V8, 460 chevaux, on se fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qui l'a essayé, Vincent. On avait fait le sujet Yahoo, je me souviens, sur cette voiture. Est-ce que tu veux dire un mot sur la Mustang ? La Mustang, c'est une voiture exceptionnelle. C'est, je crois, le rapport qualité, prix, performance, plaisir imbattable du marché. À savoir qu'on a un moteur qui est performant, une voiture, et pour pas cher, avec de mémoire, avec le malus, je crois qu'on arrive à 52 000 € sur la version V8, peut-être un peu moins. C'est ça. Oui, on est autour de 50 000 € sur le V8 et on rajoute 2-3 000 pour la convertible si on veut la convertible. Voilà, donc non, c'est une super voiture, il y a pas grand-chose à jeter. Je dirais simplement, Ford n'est pas très courageux sur ce coup-là, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont un peu laissé Chevrolet dégrossir le terrain avec la Camaro, qui, rappelons-le, Chevrolet a été le premier à réimporter ce genre de voiture. Et aujourd'hui, Ford bénéficie également du retrait de Chevrolet du marché européen. Voilà, voiture Mustang, voiture passionnelle, de rêve, de tout ce qu'on veut, malheureusement qui sera peut-être un petit peu anecdotique chez nous. Anecdotique, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ford annonce plus de 1000 commandes en 100 jours, c'est-à-dire, en gros, ils recréent le segment, donc c'est des voitures, c'est des ventes qui prennent à personne, puisque... Ce qu'il faudra voir, c'est la deuxième année, parce absolument. Chevrolet avait énormément vendu de Camaro la première année, et ensuite c'était stabilisé à un cycle d'à peu près 500 exemplaires par an. Donc c'est des produits sur lesquels tout de suite tu attires la personne qui est en état de manque, qui espérait la voiture depuis des années, voire des mois. Alors, et qui après, quel réservoir de clientèle va y avoir ? Est-ce qu'ils vont être capables d'aller piquer à Audi un client qui a une A5 coupée par exemple ? Est-ce que le gars va passer sur une Mustang, etc. Ça va pas être évident. Non, c'est clair. Ce que tu dis en termes sur le manque est effectivement assez juste et ça s'illustre dans les ventes parce que alors que Ford la propose avec un moteur EcoBoost, donc de petite cylindrée, cette voiture se vend à plus de la moitié en version V8, ce qui est d'autant plus étonnant sur nos marchés qui sont on va dire orientés vers les petites cylindrées, voire les petits diesels. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, après, quand tu as décidé de mettre éventuellement 50 000 € dans une voiture, que là, tu es quand même sur un choix plutôt passion. Tu n'es pas sur une voiture de tous les jours, familiale, pratique.
le V8, il justifie. Et puis c'est l'Amérique, quoi. Tu dis, c'est un des symboles américains. Le V8, la Mustang, il te manque plus que le chapeau et c'est bon. T'es sur la route 66, quoi. Voilà, bon alors, donc on l'a dit, elle démarre à 40 000 euros. Bon, évidemment, ça se ressent un peu dans la finition. C'est pas une finition d'Audi, hein, et c'est peut-être pour ça que les gens qui ont une A5 ou une série 4 chez BM n'iront pas acheter une Mustang. Ils pourraient en acheter deux, hein, quasiment pour le prix de leur voiture. Mais voilà. Je voudrais juste rajouter que cette nouvelle Mustang, c'est quand même la première Mustang qui prend des virages. Parce qu'avant, c'était une poutre comme la Camaro, avec un pont arrière rigide qui ne tournait pas du tout, ou à peine. Aujourd'hui, elle est parfaitement conduisible, et c'est pour ça aussi qu'elle arrive en Europe. Et évidemment, la finition est moyenne, mais il y a des choses très très européennes, y compris l'EcoBoost qui ne consomme pas tellement. Le V8, on peut rouler à moins de 10 litres en faisant très très attention. Oui, sans problème. Donc ça reste quand même une voiture très très accessible. Voilà, pour nos numéros 3, avant de passer au numéro 2, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans une voiture de sport. C'est l'essai de la semaine de la Renault RS 01. On se retrouve dans quelques minutes. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai revêtu mon habit de lumière parce que chez Renault, on n'a pas que des berlines comme la Talisman, on n'a pas que des citadines comme la Twingo, il y a aussi des véritables voitures de course comme cette Renault RS 01 destinée aux gentleman drivers. Bienvenue à Rérez. La Renault RS 01, c'est un peu l'aboutissement de l'œuvre de Lorenz Vandenacker au bureau du style de Losange. Souvenez-vous, le premier concept qui annonçait le futur visage des Clio, Mégane, Espace ou Talisman. Désir était la genèse de chacun de ces modèles. Aujourd'hui, le concept prend vie sous la forme d'une superbe voiture de course. La carrosserie semble faite pour épouser l'air, le canaliser pour mieux s'en servir, afin de créer de l'appui aérodynamique. Car la grosse différence entre cette RS 01 et une GT3, c'est bien l'aéro. Ainsi, tous les ailerons créent 1700 kg d'appui à 230 km/h, c'est quasiment une fois et demie le poids de l'engin. Autant dire qu'à cette vitesse, la RS 01 pourrait presque rouler au plafond, à condition de ne pas s'arrêter. C'est parti, ça claque un peu. Alors on a 1120 kg pour 550 chevaux. C'est en fait le moteur de la Nissan GT-R et c'est parti. Alors c'est une vraie voiture de compétition. Vraiment appuyer très très fort sur les freins. Et ça s'arrête. La voiture a beaucoup d'appui, hein. On monte jusqu'à 1700 kg. Renault a vraiment travaillé là-dessus, hein. L'appui aérodynamique est phénoménal. C'est vraiment super rapide en virage. Faire confiance aux pneus, à la machine. Ça y va. Avec la gaz. Chicane, on freine vraiment fort dans le premier pour bien passer le deuxième. On regarde un peu externe, on rentre. On est quasiment à 400 000 euros hors taxe pour acheter la voiture. Et après, il faut compter un budget de 370 000 euros à peu près pour la saison. Wouh! Ben ça, c'est de la bagnole. Absolument incroyable. Incroyable. Mais la voiture se conduit quand même très très facile. Sous cet habit, et quand on s'est baladé en F1 des années durant, concevoir un bon châssis n'est pas très compliqué. Ici, nous avons un mixte de carbone pour la partie basse et une cage en treillis tubulaire boulonné pour la partie haute. Pourquoi pas une coque tout en carbone pour limiter les coûts et permettre au plus grand nombre d'accéder à la formule. Dans une compétition comme les 24 heures du Mans, Renault estime que la voiture serait 5 secondes derrière les meilleurs LMP2, ce qui la place loin devant les meilleurs GT3. Le Nürburgring
Aucun chrono officiel, mais certainement en moins de 6 minutes 45, nous confie Laurent Urgon, pilote de développement de la marque et détenteur du record en Mégane RS sur la boucle Nord. Le cœur de la bête est un V6 biturbo prélevé sur la Nissan GT-R. Ici, il développe le minimum syndical, 550 chevaux, quand on sait qu'il pousse jusqu'à 600 chevaux dans la version Nismo de la Supercar. Petit bras ? Pas du tout, car la voiture est très légère. La poussée est très impressionnante et la boîte de vitesse égrène les 7 rapports en un éclair. Cette fois, on y est. Ça y est, j'ai repassé une tenue civile parce que les essais de cette Renault RS01 sont terminés. Alors que je vous dise que Renault fait une excellente voiture de sport, ce n'est pas du tout une surprise quand on connaît le palmarès du constructeur en Formule 1. Mais cet essai, c'est quelque part préparé en filigrane l'arrivée d'une voiture de sport, cette fois bien civile, et qui portera un nom encore plus prestigieux, c'est Alpine. Alors certes, la voiture n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes performances, mais ce sera un événement dans la planète automobile. Voilà, Vincent, je ne veux pas dire que ça t'a décoiffé, hein, mais on a l'impression que tu as vraiment que t'as pris beaucoup de plaisir. Moi, il y a juste, bon, on va pas faire l'émission dessus parce qu'on n'est pas là pour ça, mais juste un petit mot, Vincent. Ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi est-ce que Nissan met ce moteur sur la route et que Renault ne le fait pas ? Quel gâchis! On verrait bien cette voiture en version civile. Eh ben, c'est exactement le sentiment que j'avais eu. Tu vois, tu m'enlèves le mot de la bouche, c'est que on prend énormément de plaisir, on se rend compte que ça marche, que Renault sait tout maîtriser et qu'on n'a pas de voiture comme ça aujourd'hui française. Vous avez cité l'Audi R8 et on se verrait bien nous avec cette Renault à peine civilisée sur la route. Ben oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sentiment de gâchis qui sera en partie comblé par Alpine. Maintenant, reste à savoir ce qu'on va avoir comme moteur dans cette fameuse Alpine. Voilà, bah rendez-vous dans quelques mois pour ça. On va attaquer les numéros 2 avec toi, Damien, ton deuxième choix, la deuxième marche du podium. Tu l'as décerné à un petit SUV, le Honda HR-V. Pourquoi ce choix ? Oui, alors, parce que déjà, c'est un choix plutôt exotique par rapport à un très banal Renault Captur ou Peugeot 2008. Ouais. Parce voilà, c'est un de leurs concurrents. Moi, j'aime bien Honda parce qu'ils font des choses sérieuses. Voilà. Alors, il y a des fois, ils partent un peu dans des directions un peu bizarres au niveau du style. Bon, là, c'est un peu bizarre parfois. Bon, on est quand même là sur la HR-V, on est dans quelque chose d'assez consensuel, hein, on verra. Oui. Mais par rapport à une Civic, oui, mais bon, par rapport à la moyenne des crossovers citadins, c'est vrai que bon, il est un petit peu original. Il est japonisant, on va dire. Voilà, exactement. À l'intérieur, par contre, pour le coup, on revient à quelque chose de plus sérieux et très sérieux en termes de finition, d'ergonomie. Donc c'est très bien. Un des points forts de ce véhicule, c'est l'habitabilité. C'est vraiment, là pour le coup, il n'a pas de concurrence dans le segment, puisque à l'arrière, il y a vraiment de la place. Il y a vraiment un grand coffre, c'est plus de 400 litres. Il y a une bonne modularité avec les fameux sièges magiques dont on relève l'assise. Pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs de la catégorie. Et malheureusement, je pense qu'il sera pas, on va pas assez le voir dans les rues. Il sera pas assez connu parce que Honda a un petit réseau et bénéficie pas d'une image folle sur notre territoire. Effectivement, moi, je vais embrayer avec mon avis, comme tu parlais d'habitabilité, je confirme. L'ergonomie, moi, c'est effectivement sur ce véhicule, c'est quelque chose qui m'avait d'emblée marqué. C'est-à-dire qu'on s'installe à bord et tout tombe naturellement sous la main. Même les commandes de climatisation et de chauffage qui sont tactiles sont très bien intégrées, fonctionnent parfaitement. Et voilà. Alors, si je dois faire un petit reproche à cette voiture, c'est sur son moteur essence. On attendait un petit turbo, il n'arrive pas encore. Donc il pêche un petit peu, c'est dommage parce que la voiture est plutôt bien insonorisée. Elle l'est moins en diesel. Le diesel pour le coup est plus homogène, voilà, pour c'est le moteur qu'on connaît, le 1,6 litre. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, une fois n'est pas coutume, pour le coup, j'ai vraiment préféré la version diesel. Leur 120 chevaux diesel est vraiment très sympa. Il est plein de bonne volonté. Et petite précision aussi, il y a un châssis hyper sérieux sur cette voiture. Absolument. C'est une voiture qui est très dynamique pour le segment. Michel, Vincent, qui veut dire un petit mot sur cette auto ? Je suis à peu près d'accord avec tout ce que dit Damien, sauf qu'il y a un gros problème sur cette voiture, c'est toujours pareil chez Honda, c'est le positionnement de la marque, qui est quand même presque une marque premium, sauf que personne ne le sait, et les tarifs sont premium aussi, c'est quand même plutôt cher, le HR-V par rapport à la concurrence. Et ce que disait Damien, ce que vous disiez aussi, c'est que Honda est un motoriste, un vrai motoriste, on le sait, et on a ce moteur essence qui est quand même pas génial, et ça fait quand même quelques temps que chez Honda,
les moteurs dont on parle sont des moteurs diesel. Et on attend Honda ailleurs que sur des moteurs diesel. Quand Alors même. un petit bémol quand même, parce qu'il y a le nouveau 2 litres turbo VTEC de la Civic type R qui annonce quand même, à mon avis, de belles choses sur des cylindrées un peu inférieures. Hein. C'est vrai, mais on peut le comparer aux anciens VTEC qui du coup n'ont pas du tout à rougir par rapport au nouveau VTEC turbo. Vincent, est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure sur ce HRV? Bon, rapidement, oui, je pense que Honda fait un véhicule sérieux comme toujours. Après, est-ce qu'il va être aussi anecdotique en termes de carrière? Peut-être pas. Faut pas oublier que Toyota amène également l'année prochaine son premier et nouveau petit SUV sur le même segment et qu'il y a une espèce de dynamique du Made in Japan avec Mazda, Honda et Toyota qui pourrait bien devenir ces trois petits véhicules un peu stars du marché et faire oublier les vieilles références, Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008, etc. Donc voilà, on a l'impression que sur ce segment, l'ordre n'est jamais complètement établi. Je suis assez d'accord avec toi. On va avoir l'occasion d'en reparler dans la suite du classement. Vincent et Michel, je vais vous laisser la parole pour votre numéro 2 à vous, puisque c'est, on va dire, d'un commun accord et sans vous concerter, malgré tout, vous avez élu la Renault Espace. Anciennement monospace, aujourd'hui entre SUV, crossover, berline. Oui, crossover. Voilà. On sait plus trop la positionner, mais quand même, on va y arriver. Vincent? Oui, écoute, c'est un grand crossover break aujourd'hui qui a perdu un peu d'habitabilité par rapport au précédent Espace. Mais ce que je trouve génial dans cette voiture, même si selon moi elle a quelques lacunes d'un point de vue châssis, c'est que c'est quand même une voiture qui fait revivre Renault pleinement sur un segment duquel la marque avait totalement disparu. Cette année, on a eu plein de nouveautés chez Renault, entre le Kadjar, la Mégane, la Talisman et l'Espace. Mais la plus symbolique, c'est quand même, pour moi, c'est celle-ci. Je trouve que c'est cette voiture qui fait la meilleure publicité au renouveau de la marque dans la rue. Quand on la voit, voilà, c'est un Espace, c'est impressionnant. En plus, c'est chouette à l'intérieur. Ils ont fait un vrai effort sur la présentation. Donc voilà, c'est encore une fois un peu comme pour le Volvo. J'ai choisi cette voiture aussi bien pour ses qualités, même si elle n'est pas tout à fait parfaite, mais aussi pour ce qu'elle représente pour Renault. Michel? Oui, je suis d'accord avec Vincent. C'est pas forcément comme pour parodier les nuls une voiture qu'elle est bien à conduire. C'est pas le problème. Ce qu'il faut saluer ici, c'est le pari complètement dingue quand même de Renault de faire une espèce de SUV avec un break, avec un monospace, de l'appeler Espace, qui est quand même un nom emblématique, parce que c'est quand même Renault qui a inventé le monospace. Aujourd'hui, personne n'en veut du monospace. Et ils arrivent à passer, et c'est d'ailleurs notamment grâce à Lorenz Vandenacker, le designer, ils arrivent à passer avec quelque chose de totalement nouveau et ça marche et les gens adhèrent. C'est l'intérieur, quand il y a l'extérieur évidemment qui frappe l'œil et qui est plutôt cohérent, homogène, et l'intérieur les plus encore avec cette planche de bord très très dessinée, cette console centrale avec ce levier de vitesse. Non, c'est vraiment un pari et il est réussi pour une fois chez Renault. Parce que Renault, les innovations de Renault, Dieu sait qu'il y a eu des plantades et aujourd'hui ça passe et c'est bien. Damien. Ouais, alors moi je suis pas client de ce genre de véhicule. Ce qu'il faut souligner, c'est quand même que Renault a inventé le monospace, a inventé le segment. Ouais, on pourrait presque parler d'une autonomase. Voilà, exactement. Et ils arrivent à le réinventer. Aujourd'hui, on sait que ce genre de gros véhicules familiaux ne marche plus. Voilà, maintenant c'est vraiment, si on part sur sur cette taille-là, les gens vont plutôt se tourner vers un SUV. Donc là, ils essayent de se réinventer. Un des points forts de cette voiture, c'est quand même le fait qu'elle est quand même agréable à conduire. Chose qu'on n'avait jamais vue dans ce segment-là. En général, c'était très mou, très, très pâteau. Là, pour le coup, en plus, avec l'aide des 4 roues directrices, c'est vraiment une voiture qui est agréable à conduire pour la première fois. Moi, pour finir sur ce véhicule, j'ai envie de dire que, bon, je ne l'ai pas mis dans mon top, c'est pas forcément le type de véhicule que j'aime conduire, mais j'ai envie de dire que pour une fois, depuis longtemps, chez Renault, le ramage se rapporte un peu au plumage, c'est-à-dire que ce qu'on trouve à l'intérieur correspond à ce qu'on voit de l'extérieur. Je m'explique. Si vous prenez une Clio, c'est pas vilain de l'extérieur, c'est très mal fini.
Un Capture, on peut en dire à peu près la même chose. Il y a des générations de Mégane qui également relèvent pour moi de ce défaut-là. Là, tu le soulignais tout à l'heure, Michel, on a un intérieur qui est enfin digne d'une voiture de ce segment, qui est pas non plus la moins chère, hein, donc on y laisse quand même un peu d'argent quand on achète ce véhicule. Et voilà, donc on a quelque chose d'homogène, d'abouti, j'ai envie de dire. Comportement routier, bon, moi je trouvais qu'elle prenait un peu de roulis, mais voilà, c'est le genre aussi qui veut ça. Les moteurs, on peut en parler, c'est un choix, c'est du downsizing aussi. On est sur des petits moteurs essence et diesel, 4 cylindres, 1,6 litre et 2 litres, je crois. Mais voilà, globalement, c'est plutôt un véhicule bien né. Voilà, Et c'est ce qui permet, pour conclure, c'est ce qui permet à Renault d'ailleurs, je pense, d'en vendre ce choix de moteur, parce que la voiture, elle est quand même beaucoup moins chère que ses concurrents. Si on prend Kia Sorento, Hyundai Santa Fe et le futur Ford Edge, ce seront des véhicules qui ont un entrée de gamme à plus de 42 000 euros, qui correspond au haut de gamme de l'espace. Tout à fait. Donc là, il y a aussi, saluons pour une fois la politique équipement, construction de gamme et prix de Renault qui a su bien faire là-dessus, quoi. Oui, et même c'était pas gagné, hein. Je me souviens que il y a eu pas mal de débats sur les tarifs de l'espace, hein. Est-ce que Renault réussirait à vendre un espace au-delà de 30 000 euros? Et le fait est que oui, hein, on en voit dans la rue de cet espace. Driss, ton deuxième choix, on va dire la deuxième marche de ton podium. On retourne dans le domaine des supercars, la McLaren 570S. Moi aussi, je fais dans le downsizing, hein, parce que c'est la plus petite des McLaren, la plus abordable également. Elle démarre à 180 000 euros. C'est pas cher. Pas cher, mon fils. Pour autant, c'est l'éclat total, cette voiture. On a eu la chance de l'essayer, notamment avec Nicolas Hédé, qu'on connaît bien ici. C'est une voiture à la fois pour la ville et pour la piste. Enfin, pour la ville, toute proportion gardée. Moi, je l'ai choisi par rapport à la R8, donc j'étais vraiment tiraillé entre les deux. La raison est bien simple, c'est tout à l'heure Michel parlait plutôt de la légitimité de Audi sur la R8. Là, pour le coup, c'est une voiture sur laquelle on se retourne, hein, quand elle passe dans la rue. Elle a vraiment une gueule, elle a un look, les performances, pas besoin d'en rajouter, hein, encore une fois, c'est une pompe à feu. Et voilà, c'est surtout pour son côté différenciant que je l'ai choisi. Une voiture qui est à la fois qui est très très joueuse, vraiment très facile, hein. Tu te mets au volant de cette voiture là et puis tu te prends pour un pilote littéralement. Vincent, tu l'avais essayé, on avait passé ton essai Yahoo dans le cadre de l'émission. Je crois que t'étais plutôt sorti emballé aussi, il me semble, hein. Ah oui, c'est une voiture extraordinaire. Driss l'a souligné, très exotique, encore plus qu'une Lamborghini et qu'une Ferrari, donc ça faut le faire, c'est quand même pas évident. Après, j'ai longuement hésité, puisqu'on va en reparler, à la mettre à la place de mon numéro 1. Mais voilà, c'est une super voiture de sport. Et non, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que effectivement, c'est un grand nom, McLaren, qui fait quelque chose. Et aussi, quelque part, de dire que cette McLaren, elle est tellement exceptionnelle, la 570S, qu'on se demande si ça vaut bien encore la peine d'acheter une 650 ou une 675. Ouais. Parce qu'on a des performances qui sont quasiment similaires. C'est une question que je me pose tous les jours. Qu'est-ce que je fais ? Et c'est clairement la chose qu'il faut dire, c'est que chez McLaren, pourquoi aller acheter plus gros, tant la 570 est déjà extraordinaire, ce qui n'est pas le cas chez Porsche avec la 911, par exemple. Damien, Michel, vous voulez conclure rapidement pour qu'on ait le temps de passer toutes les voitures en revue? Oui, juste un mot. Moi, je suis pas tellement fan du style McLaren. Ouais. Ça m'emballe pas plus que ça. Par contre, techniquement, on voit que les voitures, elles sont, c'est quand même le top avec des coques en carbone. Voilà, donc c'est. Et puis, le nom McLaren, à lui seul, il suffit à faire vendre la voiture. Bon, j'ai une F1 sur la route. Voilà, c'est une voiture de course. C'est ça. Michel ? Oui, moi, si j'étais Monsieur Ferrari ou Monsieur Lamborghini ou même Monsieur Audi R8, je commencerais à me méfier sérieusement de McLaren qui arrive et qui commence à vraiment travailler à une gamme de plus en plus complète. Et je crois que c'est pas fini.
Il y a une vraie volonté de s'installer dans le paysage et avec l'image qu'ils ont, ce que disait Damien, ils risquent de rentrer très très fort dans ce petit marché, hein, évidemment, mais où il y a des voitures à vendre, où il y a de l'argent à gagner parce que il y a des grosses marges à faire et je crois qu'il y a une vraie volonté chez McLaren de s'imposer là-dedans. Ouais. Très bien. Alors, moi tout à l'heure, mon numéro 3, c'était un gros V8 américain. Et ben, mon numéro 2, on change carrément de braquet. Puisque j'ai choisi la Volkswagen Passat GTE. Alors pourquoi ce choix ? C'est simple, c'est pour moi effectivement aujourd'hui, quand on est père de famille, j'ai envie de dire c'est le choix le plus raisonnable et le plus abouti possible quand on veut mêler à la fois l'efficience et le confort et la place à bord. Voilà. La Passat GTE, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Donc le principe, on le connaît mais je le rappelle, c'est un véhicule plug-in hybride, c'est-à-dire hybride rechargeable, avec une autonomie électrique, on va dire de 35 à 50 km. Je peux vous dire 35 parce que je l'ai essayé sur des petites routes en Corse et que j'ai fait 35 en total électrique. Donc voilà, c'est pas les routes les moins exigeantes, hein, contrairement aux images qu'on voit qui ont été tournées en Hollande sur du plat. Ça marche très bien, c'est confortable. Ça reste dynamique malgré les 250 ou 300 kg de batterie qu'elle embarque en plus. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, elle est sans concurrence sur le segment, parce que sa première concurrente, si on peut dire, c'est une Volvo qui est vendue 10 000 euros plus cher. Je sais pas qui veut enchaîner. Moi, je l'ai essayé sur des routes plates en Allemagne, et j'ai fait 45 km en électrique totale, avec de la ville, de la campagne, etc. Et c'est parfait. Moi, j'ai failli la mettre en numéro 2. Ce qui m'a empêché de le faire, c'est peut-être son manque de polyvalence. Parce que c'est très bien quand on a un trajet quotidien à 40-45 km plutôt plat. Mais dès qu'on fait beaucoup de routes, dès qu'on prend beaucoup d'autoroutes, c'est quand même une voiture de gros rouleurs. Et là, on est en thermique totale. Et là, on commence à consommer quand même sérieusement. Et beaucoup plus sérieusement qu'avec un diesel sur la même Passat. Moi, j'y ai opposé la Ford Mondeo, alors qui est d'après moi plus simple aujourd'hui, Ford Mondeo hybride, puisque la Passat elle est pétrie de qualité, elle a certes beaucoup d'autonomie électrique, mais elle a quand même, elle impose quand même quelque chose, c'est d'avoir un garage avec une prise ou bien d'habiter dans un pavillon. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde aujourd'hui, d'habiter dans une petite maison avec son petit jardin et sa prise électrique. Et alors certes, la Ford, elle est un petit peu moins sexy, elle paraît sur le papier un peu moins performante, mais elle est quand même capable de rouler à peine au-dessus de 5 litres de moyenne aux 100 km avec beaucoup moins de contraintes. C'est pas faux ce que tu dis. Je me souviens plus du positionnement tarifaire de la Ford par rapport à la Passat, mais je crois qu'on est quand même pas très loin l'une de l'autre. La Ford est quand même un petit peu moins chère, de 5 à 6 000 euros. Ce qui est normal puisque elle a quand même beaucoup moins de batterie à embarquer. Qui veut dire encore un petit mot sur cette Passat ? Oui, juste pour ajouter ce que disait Vincent, il trouvait que la Ford était beaucoup moins sexy, je suis désolé, mais le dessin d'une Mondeo aujourd'hui, de la dernière Mondeo, est quand même carrément plus joli que celui d'une Passat, qui est quand même la voiture la plus passe-muraille qui soit. C'est parfait, c'est peut-être la meilleure plug-in hybride aujourd'hui, mais sur la ligne d'une berline, la Ford Mondeo est quand même très réussie. Damien. Oui, je voudrais dire, c'est qu'à l'heure où beaucoup de politiques voudraient nous vendre à tout prix des voitures électriques, dont on sait qu'elles ne sont pas du tout adaptées aux usages de l'immense majorité, c'est que si aujourd'hui on est intéressé par rouler en électrique, mais que malgré tout on a besoin d'une voiture familiale et que malgré tout on ne peut pas spécialement avoir 2 voire 3 voitures, c'est quand même un peu le compromis idéal, sachant qu'on va pouvoir faire presque tous ces trajets de l'année quasiment en tout électrique, les trajets quotidiens, et le jour où on veut partir en week-end, le jour où on veut partir en vacances, on n'est quand même pas coincé. Alors, certes, elle consomme peut-être un petit peu plus en thermique sur autoroute, mais avec ce qu'on aura éventuellement économisé dans l'année, on s'y retrouve. Et avec le plaisir de rouler en électrique. Parce que c'est un plaisir. Voilà, sans transition, on va passer, messieurs, à vos numéros 1. Alors Damien, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'était la 4. C'est l'Audi A4. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose dessus pour justifier ton positionnement de numéro 1 sur cette voiture. Non, enfin, je crois on a tout dit, voilà, que c'était une voiture peut-être pas d'émotion,
mes 2 raisons. Et justement, je crois que c'est aussi ce que Driss pense sur cette voiture, c'est le choix de raison, lui qui va bientôt être père de famille. Driss a hésité aussi, je crois. Moi, je voulais la mettre en numéro 1 parce que j'ai mis 2 voitures, 2 places à chaque fois. Je me suis dit, il faudrait peut-être une 4 places. Et dans les 4 places que j'ai pu essayer cette année, c'est clairement mon choix numéro 1. Bon, est-ce que Michel, Vincent, vous avez envie de rajouter encore un mot là-dessus que vous n'auriez pas déjà dit tout à l'heure? Non? Tout a été dit. Tout a Ils été sont dit. bouche bée. Alors, écoute Vincent, je vais te laisser la parole puisque toi, ton choix de numéro 1, tu nous auras fait une émission finalement assez sportive. C'est Volvo XC90 et Renault Espace. Oui, non, mais c'était par rapport à la RS01. Ah oui. Et puis tu me disais avoir hésité avec la McLaren pour cette voiture qu'on voit à l'image, qui est la Porsche Cayman GT4. J'ai l'impression que pour toi c'était la voiture ultime, et tu disais, je crois, la Porsche qu'on attendait depuis 30 ans. Ah oui, et oui, parce que la 911, on n'a pas arrêté de la voir grandir, devenir plus lourde, devenir un petit peu moins amusante à conduire, du moins sur ses modèles d'entrée de gamme. Et puis Porsche avait sa pépite, le Cayman GT4, qui a une architecture un peu plus naturelle, avec un moteur en position centrale arrière, une voiture plus petite avec laquelle on prend beaucoup de plaisir. Et ce GT4, c'est l'aboutissement. Il y a une boîte mécanique, on vient de la voir à l'écran. Moi qui aime bien respecter les traditions et qui suis très conservateur, c'est quand même génial d'avoir une petite sportive avec une boîte mécanique. Et puis après, on a tout le savoir-faire, l'expérience de plus de 50 ans de Porsche sur la 911 en termes de maîtrise, de tenue de route, de motricité, de freinage, de direction. Cette sportive, je crois que c'est une des meilleures sportives, non pas de l'année, mais peut-être de la décennie, tant Porsche a fait quelque chose d'exceptionnel avec cette voiture, et qui en plus, pour une fois, on n'a pas besoin forcément d'aller dépenser 200 000 euros comme dans une McLaren ou dans une Audi R8. Elle n'est pas tout à fait accessible pour tout le monde, mais c'est quand même l'une des moins chères dans sa catégorie. Est-ce que c'est aussi polyvalent? Certainement pas qu'une R8 ou une McLaren 570S. C'est un petit peu moins polyvalent qu'une Audi R8, mais ça l'est tout autant qu'une McLaren 570S. Il y a, rappelons-le, le savoir-faire de Porsche sur les trains roulants. On va avoir quelque chose qui est capable d'aller sur circuit, mais qui sur route va pas non plus être un bout de bois hyper tape-cul. Donc non, c'est vraiment chouette. Moi, c'est la voiture qui m'a vraiment marqué cette année. Il y a un goût qui te reste dans la bouche et tu peux pas l'enlever, en fait. Ouais. Voilà. Donc elle est longue en bouche, cette Porsche. Voilà. Damien, tu veux dire Oui, là, une explication, enfin pour expliquer le fait que cette voiture elle rentre directement au panthéon des sportifs de l'année, c'est aussi le fait que elle conserve une boîte manuelle, alors que la GT3 qui est censée être, enfin la 911 GT3 qui est censée être l'ultra sportive de la gamme Porsche, elle est passée à une boîte PDK, enfin double embrayage. Et puis aussi cette Porsche GT4, enfin ce Cayman GT4, il reprend quelques éléments de train roulant de la GT3, donc ça lui donne un petit supplément d'âme qui fait que voilà, c'est une vraie sportive capable de donner des performances incroyables sur route et sur circuit. Michel, est-ce que c'est facile de faire une supercar comme une Porsche Cayman GT4? Parce qu'une R8, c'est facile. Parce que Damien le disait, c'est quand même un mécano avec des choses prises à droite et à gauche. Mais quand même, chez Porsche, c'est des gros malins. C'est que l'image de Porsche aujourd'hui est en train de dériver doucement vers une voiture très bourgeoise, etc.